Le déclic, j'étais programmé plutôt pour faire des études d'ingénieur. Je ne sais pas, c'est comme les études de pharmacie. À un moment donné, j'y suis allé parce que 2-3 personnes m'ont dit que ce serait bien que tu puisses. Et en fait, tu m'éclates. Un gamin qui rentre en disant oui, je vais faire pharmacie, puis qui se rend compte qu'il peut faire médecine et qu'il va réussir à être classé pour faire médecine. J'en ai beaucoup d'exemples, va finalement choisir médecine. Et typiquement, il faudrait d'ores et déjà, et j'y réfléchis moi à l'échelle locale, avoir des enseignements dédiés à l'IA. Et donc il y a une question de formation autour de l'IA et des pratiques de l'IA pendant nos études et même en amont. Bon, bienvenue dans cet épisode de On tombe la blouse. Alors, On tombe la blouse, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast qui parle de pharmacie, d'entrepreneuriat, d'engagement. Et ça marche bien parce que sur les plateformes d'écoute, sur les vacances de Noël, on a été classé 8e sur la plus grosse plateforme d'écoute dans la catégorie entrepreneuriat business. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Lislowski. Bienvenue Vincent. Merci, bonjour. Merci de l'invitation. Avec plaisir. La première question qu'on pose volontairement à tout le monde quand on reçoit On tombe la blouse, c'est Vincent, est-ce que tu es pharmacien ? Eh oui, je suis pharmacien et c'est ma formation initiale et qui me conduit à être face à vous aujourd'hui par le fruit du hasard presque, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et la deuxième question, on tombe la blouse, est-ce que du coup tu es prêt à tomber la blouse aujourd'hui ? Alors je suis prêt à tomber la blouse, d'autant plus que je la tombe facilement, je ne l'ai pas souvent sur moi, je ne suis pas officinal, je le dirais aussi, mais je suis hospitalier, j'ai une blouse et oui, je vais tomber la blouse, donc c'est se livrer un petit peu, j'imagine. Exactement, c'est tout le but d'aujourd'hui, c'est de découvrir qui tu es, ta fonction et pourquoi finalement tu es dans ce podcast. Donc première question, simple, d'où viens-tu Vincent ? Où est-ce que tu as grandi et quel est ton parcours ? Alors, sans retracer toute ma vie, je suis originaire de Normandie. J'ai fait mes études de pharmacie, alors plus particulièrement de Bayeux, si je rentre dans le détail, près des plages du Débarquement, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait ma fac de pharmacie à Caen. Alors, un peu par le fruit du hasard, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et ces études m'ont permis, à la fin des études, j'ai fait plusieurs stages, comme beaucoup de jeunes. Et ce sont ces stages, notamment de recherche, qui m'ont orienté ensuite, à la fin de mes études, vers une orientation, on va dire, industrie-recherche et aller faire un diplôme de 3e cycle pour obtenir mon diplôme de pharmacien et une compétence, une ultra-compétence, on va dire, avec un PhD en chimie pharmaceutique qui m'a ensuite permis, en 2003, de basculer vers Montpellier pour être recruté comme enseignant-chercheur dans une discipline qui est encore aujourd'hui présente, la chimie thérapeutique. Voilà, mon parcours, c'est ça. Depuis 2003, donc je suis à Montpellier, enseignant-chercheur. J'ai évolué vers des professeurs. Et puis, on va parler là aussi parce que voilà, j'ai évolué sur des fonctions un peu plus importantes ou en tout cas, je me suis engagé sur d'autres fonctions. Oui, exactement. Et alors, pourquoi le choix de pharmacie ? Parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent la question des études de pharmacie. Pourquoi toi, tu es arrivé en pharmacie ? C'est quoi le déclic ? Comment tu es arrivé ? Alors, le déclic, je vais peut-être décevoir beaucoup de monde, mais je l'ai déjà dit à l'occasion de certaines interviews, c'est que j'étais programmé plutôt pour faire des études d'ingénieur. Et je me souviens très bien qu'avant mon bac, j'étais déjà pris dans une école à l'INSA de Lyon, pour pas la nommer, et que c'était l'époque aussi où je suis d'une génération où on faisait beaucoup ingénieur à l'époque, et c'était programmé comme ça. Alors, je vais peut-être le dire en blaguant, mais je pense que je n'étais pas sevré de ma mère et que j'avais pas envie de partir à Lyon en étant à Caen. D'accord. Et sur un coup de fil d'un copain, le lendemain du bac, pour dire t'as eu le bac, t'as eu quoi, etc. Je demande ce copain ce qu'il fait et il me dit non, mais moi je vais m'inscrire en pharma moi, à Caen. Et puis j'ouvre le bouquin à l'époque de l'université, je regarde les disciplines. Bon, il y avait toutes les disciplines scientifiques, bien sûr, première année de concours. Je raccroche, je ferme le bouquin et je vais dans la cuisine dire à mes parents, je crois que je vais faire pharma. Donc là, masque. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, un peu pas sur la connaissance du métier, parce que j'en savais rien et que je connaissais la croix verte comme tout le monde, hein. Mais c'est comme ça que je suis parti, donc un peu au hasard. Okay. Et je regrette absolument pas parce que je me suis épanoui dans ces études et puis je m'épanouis chaque jour dans ce que je fais aujourd'hui. Hein. Tes parents, pas du tout du secteur de la pharmacie ? Pas du tout. Non, dans le milieu agroalimentaire pour mon papa et dans le milieu bancaire pour ma maman, donc absolument pas. Ouais, c'est souvent comme ça en fait. Je trouve que dans les études, je sais pas si c'est toujours vrai, mais en tout cas à mon époque aussi quand j'ai fait pharma, c'est qu'il y a les enfants de pharmaciens ou de professions de santé, et puis il y en a d'autres où on se dit, c'est un coup du hasard, mais dans les dernières semaines, au moment de faire ses études. Moi, moi, j'ai décidé le jour, je crois, une semaine avant la rentrée scolaire, de se dire, allez, je vais m'inscrire à Montpellier à la fac de pharma. J'étais inscrit en IUT de l'Institut. C'est en ça que c'est difficile, on en parlera peut-être, mais que le système actuel de Parcoursup qui demande aux jeunes d'y réfléchir très très tôt, finalement, dès la première, même plus,
est un peu compliqué. Et j'entends quand ces jeunes, quand on discute avec eux, nous disent que c'est compliqué. Puis j'ai des enfants qui y sont passés, qui y passent là. C'est pas simple, hein, parce Non. que moi-même, je me souviens de ce que j'ai vécu. Ouais. Et puis, faut essayer de se détendre aussi Ouais. sur ce moment-là de la vie. C'est un moment où on peut perdre du temps et on a le droit de se tromper, quoi. Complètement. On va en parler parce que pour moi, c'est un des sujets majeurs pour la profession et j'ai une position que je partage, mais Hmm. à 100%. Donc, on va évidemment en parler tout à l'heure. Donc, tu t'engages enseignant-chercheur, l'enseignement. Pourquoi finalement qu'est-ce qui a été le déclic après dans les études de pharma? Pourquoi tu t'es dit l'enseignement particulièrement? Je me le suis dit progressivement parce que pendant mes études, comme je l'ai dit, j'ai fait des stages dans un labo de recherche, donc la recherche m'a attiré. Et puis, quand on est dans ces parcours-là, très rapidement, on nous propose d'aller faire ce qu'on appelle des vacations, donc de se retrouver face à des étudiants, en l'occurrence en pharmacie, pour faire des travaux dirigés ou des TP. Et puis, moi, je suis plutôt quelqu'un, alors assez étonnamment, quelqu'un qui était très, très timide étant jeune et qui a pris un goût, beaucoup de plaisir à échanger, à former. Et je trouve que, et encore aujourd'hui dans mon métier, hein, je fais encore de l'enseignement, c'est vraiment la part de mon métier que j'affectionne particulièrement, le lien à l'étudiant, même si l'étudiant change et qu'on se confronte à leur changement, mais pour moi, c'est la première richesse de notre métier d'enseignant-chercheur. Donc oui, moi j'adore l'enseignement et j'adore transmettre. Ouais. Mm. Et le lien aussi, du coup. Oui, Parce bien que sûr. même dans tes fonctions, en fait, le Oui, lien, ça a l'air d'être quelque oui, chose oui, que... la relation humaine en fait. Ouais. Et bon, je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans le métier, quel que soit le métier du pharmacien. Je pense que tous les métiers du pharmacien, je pense qu'il y a toujours cette histoire de envie d'avoir du lien, Mm. que ce soit de l'officine à l'hôpital. Enfin, ce lien, c'est essentiel. Sinon, fin de notre métier. Aujourd'hui, donc, tu as évolué. Tu n'es pas que enseignant-chercheur. Tu es passé par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est à la faculté de Montpellier. Donc, Ouais. tu as pris des responsabilités où tu t'es... Oui, tout à fait. Donc, j'ai été enseignant-chercheur de 2003 et encore jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de 2019, je me suis engagé, alors pas seul, avec une équipe pour me présenter à la fonction de doyen. Donc, depuis 2019, je suis doyen de la faculté de pharmacie de Montpellier. Là, je suis dans mon second mandat jusqu'en juin 2029. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier engagement très, très important, très structurant pour moi. Et ça m'a fait basculer dans un autre monde, finalement. Parce que j'ai appris énormément de choses. On rencontre d'autres personnes. C'est une responsabilité, puisque la faculté de pharmacie de Montpellier est quand même une grosse fac où on a quand même 3000 étudiants. On a un gros campus de 6 hectares avec 450 personnels à gérer, donc des labos de recherche, des installations universitaires type STAPS, bibliothèque universitaire. Donc, c'est une responsabilité. Je ne sais pas, c'est comme les études de pharmacie. À un moment donné, j'y suis allé parce que 2-3 personnes m'ont dit ce serait bien que tu puisses. Et en fait, je m'éclate. Ouais. Je m'éclate vraiment parce que j'adore ça et aussi parce que on y revient, parce qu'il y a beaucoup de liens. Alors, il y a du management, mais aussi des relations humaines énormément et ça me fait rencontrer énormément de monde. Bah oui. Voilà, donc ça c'est la fonction de doyen. Et puis j'ai en 2023, en juin 2023, donc depuis un peu plus de 2 ans et 2 ans et demi maintenant, j'ai après avoir participé pendant 4 ans à la conférence des doyens de pharmacie qui se réunit au minimum une fois par mois à Paris pour ce sont les doyens qui se réunissent pour essayer de parler des actualités et des projets, des stratégies de développement en termes de recherche, d'innovation et de formation. Il s'avère que je suis arrivé président de la conférence des doyens de pharmacie depuis maintenant 2 ans et demi et que c'est la même histoire. J'ai rencontré des gens, et alors là, je suis monté d'un étage, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est d'autres choses, c'est des liens avec des doyens, c'est des liens avec des représentants étudiants, des liens avec des syndicats de pharmaciens. De l'ordre des pharmaciens. Tu représentes la formation. Voilà, et je représente, en quelque sorte, la partie universitaire de la pharmacie dans l'écosystème de la communauté pharmaceutique. Et puis, c'est beaucoup de liens aussi dans nos discussions avec les ministères, notamment. Ouais. Donc, on rencontre des gens différents, d'un haut niveau souvent, et c'est très, pour moi en tout cas, je parle personnellement, très, très enrichissant. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas, que ce soit déjà dans ton rôle de doyen, s'il y a un truc que tu n'aimes pas? Il y a des choses que, je dirais, sans en parler trop, je dirais que le plus difficile pour moi, au regard de mon caractère, c'est qu'il faut accepter de déplaire. C'est pas facile. Non. Pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres. Donc, il faut accepter de déplaire. Et le point le plus important, c'est que je parlais de relations humaines, mais le problème, c'est que dans relations humaines, c'est ce qu'on appelle le RH. Et donc, le management des RH, des problèmes RH,
parce que depuis quelques années, moi je l'ai vu depuis 2019, sur ma fonction de doyen, il y a quand même une tension qui fait que c'est de plus en plus difficile de se parler. Et donc, lorsqu'il y a des problèmes RH, et il y en a aussi sur les campus universitaires, eh bien, le doyen finalement, il a des leviers humains, mais il a très peu de leviers. On n'est pas une entreprise avec quelqu'un de très hiérarchique. Ouais. Nous sommes enfin, je suis un élu, Ouais. et donc avec peu de leviers pour essayer de résoudre. Donc, on a beau essayer de résoudre avec l'humain, quand les gens en face n'ont pas envie de se... Voilà. Donc, c'est un peu frustrant pour moi. Voilà. Ouais. C'est cette partie-là qui est un peu difficile, mais je pense qu'elle est difficile dans toute entreprise. Ouais. Bah, dans les entreprises, mais c'est vrai que dans les entreprises, à la limite, tu as quand même les mains un peu plus libres. Bon, tu as la réglementation, mais tu as les mains libres, alors que quand tu dépends des... Dans la fonction publique, c'est pas la même chose. Très compliqué. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est pour les mairies, les départements, enfin, c'est une des choses qu'il faudra arriver à modifier, parce que sinon, c'est là où moi je le vois chez les maires, c'est compliqué, quoi. Bon. Et sur la conférence des doyens, est-ce qu'il y a quelque chose qui paraît où tu te dis super, hyper enrichissant, mais petit point. Un bémol sur l'activité nationale. Pas facile d'être président de la conférence des doyens en étant doyen à Montpellier, parce qu'il y a beaucoup de réunions à Paris, déjà, ça c'est un bémol de fatigue. Après, pour ça qu'on ne fait pas ça pendant des années. Et l'autre bémol, il est lié à l'instabilité politique que moi je vis de plein fouet pour suivre les dossiers avec les ministères. C'est que je crois que j'en suis en 2 ans et demi à mon ou ma 7e ou 8e ministre de la Santé. D'accord. Voilà. Autant que de président de la NEF, quoi, en fait. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Pas tout à fait, même. Non, j'en ai connu moins, mais voilà. Cette rotation est épuisante parce que, alors, il y a beau avoir des services qui suivent les dossiers, on repart quelque part toujours un peu du début, et puis il faut renouer des liens. On en revient toujours à la même chose. Pour faire avancer des projets, c'est pas que froid et administratif, c'est qu'il faut tisser des liens, essayer de. Et moi, ce que j'aime faire maintenant, j'ai mis du temps à bien cerner tout, mais c'est essayer de convaincre, essayer d'aller voir les gens, d'être face à eux et de défendre les projets. Et sur que ce soit le rôle des doyens ou la conférence, tu peux être reconduit ou tu as un nombre de mandats limité? Alors, la conférence des doyens, le président et son bureau sont élus aujourd'hui dans les statuts. Déjà, c'est long, pour une durée de 4 ans. D'accord. Moi, j'y suis depuis juin 2023. Théoriquement, je pourrais aller jusqu'en juin 2027, je verrai. Pour l'instant, je vais jusqu'en juin 26 et on verra pour la suite. Ok. Et en tant que doyen de la faculté de pharmacie de Montpellier, tu peux... Pareil. Alors, je suis déjà dans mon second mandat et on ne peut faire que 2 mandats de 5 ans. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais m'arrêter en juin 29. Encore quand même 3 ans. Tu vas récupérer du temps libre peut-être, non? Ou tu vas te Oui, mais je ne veux pas dire ici que c'est une forme d'angoisse déjà, mais c'est vrai que passer de ce niveau d'activité à l'échelle nationale et puis cette fonction de doyen, retourner, j'allais dire, à ma vie basale d'enseignant-chercheur, c'est pas une angoisse, parce que comme je l'ai dit, j'adore l'enseignement et ça me fera aucun problème d'y retourner. C'est vrai que toutes ces activités m'ont fait un peu baisser le pied sur les activités de recherche. Donc, ce sera l'occasion probablement de reprendre mes activités de recherche. Bon, après aussi, je l'ai pas dit, j'ai des fonctions hospitalières à la PUI du CHU de Montpellier, donc je suis PUPH là-bas, et donc j'ai une activité et je suis responsable du laboratoire de contrôle pharmaceutique. Donc, et j'y suis actuellement. Donc ça, c'est quelque chose que voilà. Si j'ai plus de temps à l'avenir, on verra. Je pense que je me reconsacrerai à la recherche et retournerai activement à ce laboratoire de contrôle au CHU de Montpellier. Après, et c'est un message à ceux qui écoutent, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Non. Moi, si vous m'aviez dit il y a 10 ans, tu seras doyen, j'aurais dit, t'es complètement dingue. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines années? Je ne sais pas. Ministre, hein. Ouais, non. Bon, je me le souhaite pas. Non, je vais pas le dire comme ça, mais franchement, non, c'est pas. Non, mais honnêtement, voilà, on ne sait pas ce qui peut. Le parcours de vie. Je pense qu'il faut être ouvert et puis voir ce qui se passe. Ouais. Et alors, du coup, sur la conférence des doyens, tu portes sur justement le Parcoursup, une approche que je trouve hyper intéressante parce qu'il y a un diagnostic qui est tous les postes ne sont pas pourvus en 2e année. Donc déjà, comment c'est possible alors que quand nous, on faisait pharma, on était 600 à se battre pour 150 places, voire plus. Déjà, c'est pourquoi on n'arrive pas à pourvoir ces postes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, ça, c'est un sujet que effectivement je porte avec ma conférence, mais c'est vrai que je l'ai porté avant même d'être président de la conférence des doyens en étant actif sur ce dossier-là. Même si à Montpellier, j'ai pas tant de problèmes que certaines facs en France, parce que nous, on remplit... Il y a 2 aspects. Donc, il y a, si on reprend un petit peu l'histoire sans être trop long, il y a la bascule en 2010 de la création de la PACES, que tout le monde connaît.
Nous avions avant une première année commune pour les vieux schnocks que nous sommes, qui nous permettait d'être dans une première année uniquement réservée à l'entrée en pharmacie. Bon, qui avait ses inconvénients, ses avantages, en tout cas, qui permettait de remplir. Moi je me souviens quand, on était 1000 pour 180 ou 100 places, donc c'était très sélectif, mais au moins on savait pourquoi on était là, on l'avait choisi. C'est ça. La PACES, c'est la première année commune des études de santé. Donc là, suite au débat parlementaire, j'ai mal rappelé des députés, on a rajouté la pharmacie à la médecine, l'odontologie, la maïeutique dans cette PACES pour pouvoir faire une voie supplémentaire pour les déçus de la médecine. C'est écrit comme ça dans les discussions parlementaires. Donc déjà, ça partait mal. Donc cette PACES, elle a permis de remplir plus ou moins. Alors elle permettait de remplir parce que c'était un concours officiellement et qu'on pouvait descendre dans les profondeurs du classement, même en dessous de 10 sur 20, pour aller chercher des candidats. C'est ça. Là, on est passé en 2019 au système, le fameux PASSLAS, qui, lui, alors un système compliqué, on ne va pas y rentrer là-dedans, mais avec 2 types de voies d'entrée post-bac. Donc déjà, c'était très très compliqué à faire comprendre encore aujourd'hui aux familles et aux jeunes, et qui n'est plus un concours. Donc, il faut avoir des candidats, il faut avoir suffisamment de candidats. Et il faut que ces candidats valident leur année, soit de passe, soit de LAS, à 10 sur 20. Et donc, c'est ce qui a créé les premières années, le gros déficit, avec plus de 1000 places vacantes en deuxième année des facs de pharma. Ça s'est tassé parce qu'on a mis des rustines à droite à gauche, on a fait en sorte de mieux recruter des jeunes sur les dernières années. Donc, cette année, il y a quand même beaucoup moins de sous-recrutement. À l'échelle nationale, on n'est plus qu'à, je crois, à un petit 200 places vacantes. Mais c'est quelque chose qui s'accumule. Et donc, au total, on est à plus de 1600 ou 1700 places vacantes depuis le début de la PASSLAS. Donc, tout cumulé, c'est une catastrophe. Au regard des chiffres démographiques de la pharmacie qu'on peut voir et lire, des études notamment de l'Ordre des pharmaciens, c'est une catastrophe annoncée. Même si les ministères me disent, vous voyez, ça s'améliore, je dis oui, mais vous voyez pas ce qu'on a créé et regardez à la sortie. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est sous-recrutement. Et pour conclure, la deuxième problématique, c'est avoir des étudiants dans nos promotions qui arrivent en deuxième année et qui savent pourquoi ils sont là et qui ne sont pas dans un choix par défaut. Alors, c'est des longues discussions, parfois houleuses, avec la NEPF, donc les représentants étudiants en pharmacie qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on a quand même, et c'est leur enquête qui le dit, c'est pas moi, plus de 50% de nos étudiants qui sont en deuxième année qui, au départ, ne voulaient pas en premier vœu pharmacie. Donc, ce que je porte, effectivement, ce que nous portons, c'est d'essayer, dans le cadre de l'évolution de cette réforme PASSLAS qu'on est en train d'essayer difficilement de discuter avec le ministère, c'est de voir comment on pourrait faire sans sortir du système et retourner au modèle des vieux schnocks de première année. Oui, mais qui marchait bien. Qui marchait bien, oui. Très bien. C'était notre ambition au départ, de refaire une première année de pharmacie. Mais là, je ne vais pas dévoiler tout, mais voilà, ça ne sera pas possible au regard du gouvernement et de l'engagement du gouvernement. Donc, on essaie de négocier une voie d'entrée sur une proportion de notre promotion de deuxième année qui permettrait à des jeunes qui savent et qui assument qu'ils veulent faire pharmacie, qu'ils rentrent peut-être dans la future première année commune qu'on va faire, puisqu'on va retourner à un système avec une seule voie d'entrée, dont on n'a pas encore le format, mais où les gamins vont toujours se battre avec des classements pour savoir. Et puis le premier aura médecine, on va le dire comme ça. Et puis voilà. Donc moi, j'ai essayé de faire en sorte, et d'ailleurs on a déposé un projet de loi avec Corinne Imbert, qui est sénatrice dans l'Eure-et-Loir, je crois, je me trompe peut-être, qui porte l'idée qu'on pourrait, à hauteur de 30% de notre promotion, pour faire un test, essayer de recruter des jeunes qui rentrent dans cette première année, comme les autres, mais qui auraient assumé sur Parcoursup, qu'ils cliquaient sur pharmacie et qui n'auraient pas à avoir 18 sur 20 de moyenne. C'est tu rentres, tu valides ton année, et si tu as 10 sur 20, bienvenue, tu es en deuxième année. Et tu te bats pas avec les autres. Voilà. Je ne sais pas si ça attirera des jeunes, je ne sais pas si ça va marcher, parce que le gouvernement est contraint pour l'instant. Et donc, mon travail de président aujourd'hui, c'est ça, c'est être pas au combat, mais au plus près des conseillers, des ministres, pour essayer de faire en sorte qu'ils entendent ça, même si c'est difficile pour eux, parce que c'est dogmatique, cette première année, et puis les jeunes ne sont pas d'accord avec nous, il faut le savoir aussi, les étudiants en pharmacie ne sont pas d'accord, et je les comprends, ils regardent, et j'ai des enfants qui l'ont fait aussi, ils veulent choisir le plus tardivement possible leur trajectoire finale. Il va avoir un panel de choix le plus longtemps possible. Moi, je les entends, mais par contre, je n'oublie pas de regarder la sortie du tunnel et les problèmes démographiques et au-delà des problèmes de redoublement, d'engagement dans les études que nous vivons, nous, doyens, c'est à la sortie un certain nombre de jeunes diplômés qui n'exercent pas aussi.
parce qu'ils s'y retrouvent pas, que finalement, et on a beaucoup de passerelles vers la médecine, etc. Donc, il faut concilier voilà, le Mais profil des puis, étudiants. moi, je pense que, honnêtement, alors je le dis, je pense que la nef a tort sur cette position, pour la simple et bonne raison que eux, ils jugent par rapport à quelque chose, ils sont étudiants à cet instant T, mais ils ne regardent pas avec le recul. On y est passé. Alors, je dis pas que les vieux schnocks ont toujours raison, pas du tout, mais en l'occurrence, déjà, le métier de pharmacien, c'est plus de 100 métiers différents. Enfin, c'est déjà extrêmement large. Donc déjà, quand tu choisis, et aujourd'hui, ce qui se passe, moi, j'ai ma fille qui va qui va passer le concours l'année prochaine, justement, et elle a des copines et tout, et donc moi, j'essaye de motiver un maximum son entourage à faire des futurs pharmaciens. Et elle me dit, en fait, elles vont passer le concours, et si elles ont médecine, elles voulaient être pharmaciens. Il y a de grandes chances qu'elles prennent médecine parce que tu comprends, elles ont été mieux classées, donc du coup, et c'est très rare. Je connais qu'un seul étudiant là qui est cette année, qui avait fini 3e en médecine et qui pour autant a pris pharmacie parce qu'il était très motivé par ça. Mais en fait, il faut choisir. Ça veut pas dire forcément se fermer des portes. Et au contraire, surtout quand on sait que il y a des enfants qui vont vouloir faire pharmacien, qui peuvent pas y avoir accès vu le système actuel. Mais moi, je pense que la solution, mais c'est la meilleure qui soit. Je D'autant comprends plus qu'on en a beaucoup qui partent à l'étranger, dans les oui. espaces européens. Ceux qui veulent faire pharmacie et qui ont peur du système actuel et qui ont des familles qui leur permettent de financer des études ailleurs pour faire pharmacie à coup sûr. Ouais. Et puis, il y a ceux, effectivement, qui sont là, qui sont en France, qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger. Moi, j'ai quelques exemples, puisque vous savez que le métier de préparateur en pharmacie a été aussi universitarisé dans sa formation par les facs de pharmacie avec les CFA territoriaux. Et je rencontre beaucoup de jeunes diplômés préparateurs en pharmacie là, qui sortent du nouveau Dust, qui me disent, des très très bons. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous n'êtes pas allé en première année de santé pour venir, mais moi je voulais faire pharmacie, mais ça m'a fait trop peur. Et puis j'avais pas confiance en moi à l'époque, et donc je suis venu sur le Dust. Et c'est des jeunes qu'on retrouve pour faire des passerelles, pour essayer de revenir en pharma, mais c'est tellement complexe et puis il y a tellement peu de place que je trouve ça tellement dommage. Et c'est pour ça que pour ces jeunes-là, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, avoir un clic Parcoursup, je ne sais pas si on aura du monde, c'est un risque à prendre, mais un risque zéro en fait, parce que s'il y a personne, on prendra par la voie normale, mais c'est leur laisser la possibilité d'y aller à cet endroit-là et de pas se mettre une pression folle, parce que je dis et je le redis, et encore récemment la ministre de la Santé, l'entrée dans les études de santé ne doit pas être un truc insurmontable, ça doit pas être une gabegie en plus financière, il faut avoir envie. Moi je lui dis, si demain vous me donnez la possibilité de recruter sur entretien, mais je le fais quoi. Enfin, je veux dire, que le gamin soit un super lycéen ou un bon lycéen, ça me fait aucune différence. Je veux juste qu'il soit bien dans ses baskets, dans ses études, demain dans son métier, et qu'il soit, pas mis sous pression dans une première année qui est complètement affreuse. Enfin, il faut le dire. Enfin. Oui, et puis être mis sous pression pour un objectif, je pense que notre époque, quand on passait un concours, dans les 100 personnes, 150 personnes des facs qui étaient prises, c'était pas forcément des gens qui avaient fait des super premières, des super terminales. Il y avait des gens qui étaient très voyants, mais il y avait aussi des gens qui s'étaient déclenchés en arrivant en pharmacie, ou en médecine, c'est le cas aussi, et qui, cette année-là, s'y mettent. Mais par contre, quand tu commences à rentrer dans un truc où déjà, t'es 4 fois plus nombreux, où finalement le champ est tellement large, je pense que, en tout cas pour la pharmacie, après pour médecine, c'est un autre sujet. Médecine, ça a toujours été la voie. On n'a pas la même attractivité. Non, c'est ça. Il faut pas le regretter, c'est comme ça. Mais c'est vrai que cette mise en commun nuit encore plus à notre attractivité. Je suis d'accord. Parce qu'effectivement, un gamin qui rentre en disant oui, je vais faire pharmacie, puis qui se rend compte qu'il peut faire médecine et qu'il va réussir à être classé pour faire médecine, j'en ai beaucoup d'exemples, va finalement choisir médecine parce que c'est plus prestigieux, parce qu'il y a la pression familiale, parce que il y a plein de critères. Exactement. Et donc c'est ça un peu qui nous fait du tort depuis quelques années, voilà. Je pense que après c'est pas qu'on. Et pourtant ceux qu'on recrute sont très bons, hein, et on en fait des bons pharmaciens. Et je remets pas en question ça, mais c'est vrai que le système actuel n'est pas en notre faveur, c'est sûr. Et on manque. En fait, je pense que on le voit nous quand on accueille des étudiants, il faut vraiment les motiver. Et en 2e année, 3e année, et je pense qu'à la faculté, c'est exactement pareil, c'est en fait, t'es dans une voie incroyable. Alors qu'eux peuvent se dire, je suis dans les... Parce qu'ils ont quand même beaucoup bossé pour en arriver là, mais en même temps, ils se disent, je suis dans les derniers de ceux qui sont pris, quoi. Alors, ils sont pas toujours dans les derniers. Non. Moi, là, c'était l'année dernière, je crois que un des premiers de notre système pass a pris pharma, et ils sont très assumés, donc il y en a, hein. Ils sont pas si nombreux que ça, mais c'est pour ça, pour rebondir là-dessus, que nous avons collectivement, donc nous, on le fait à l'échelle de la conférence, la NEP le fait aussi très très bien, l'Ordre le fait, et puis toute la communauté de la pharmacie le fait. On a un enjeu
c'est faire savoir ce qu'est la pharmacie. Exactement. On le fait depuis de nombreuses années, là, de mieux en mieux, j'allais dire, localement, dans les territoires, en national. Mais c'est difficile d'aller toucher les jeunes, c'est difficile d'aller s'adresser dans les lycées. Nous, on y va, là, à Montpellier. C'est la première chose que j'ai fait en 2019. J'ai monté une équipe avec des collègues géniaux, enseignants-chercheurs, pourtant, non, c'est pas le boulot. Et ils sont dans les lycées de l'Occitanie, plutôt Est, quasiment toutes les semaines, quoi. Ouais. Alors, et même en faisant ça, bon, on commence à sentir que ça frémit un petit peu, mais c'est difficile de lutter parce que les jeunes, ils sont là et on vient leur parler de pharmacie, on vient leur parler surtout des métiers. Parce qu'en fait, personne ne connaît les métiers de la pharmacie, Non. à part la croix verte. C'est ça. Je vais vous faire tout sur le gars qui pousse des boîtes sur un comptoir en Exactement. ville. C'est comme ça Et qu'on déjà faire comprendre ce que c'est que ça, il n'y a pas que des robots qui poussent des boîtes Ouais. et qu'il y a, voilà, ce que c'est que le métier d'officinal. Montrer à côté, ça c'est l'arbre qui cache la forêt des métiers de la pharmacie. Derrière, on a voilà, la pharmacie hospitalière, enfin, vous le savez, hein, la biologie médicale, l'industrie qui me court après parce qu'on a une chute drastique des effectifs qui préparent la filière industrie en ce moment, qui pourrait remettre en question le pharmacien responsable à terme dans l'industrie. Donc le LEM, que vous connaissez, nous regarde avec des gros yeux, même si on s'entend bien et qu'on discute, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de former autant de pharmaciens industriels qu'il le faudrait. Après, il regarde avec des gros yeux. Je pense qu'il peut aussi peut-être se remettre un petit peu en question sur la proposition qu'ils ont. Hein. Moi, je n'ai pas à juger, mais si l'industrie, nous, à notre époque, c'était plutôt même valorisé. Aujourd'hui, et c'est qui le grand gagnant une fois qu'ils sont en études de santé dans les pharmacies, c'est quoi? C'est toujours l'internat, c'est la pharmacie. On vient de faire une enquête là, à l'échelle. Enfin, j'ai diligenté, c'est un peu exagéré, mais on a fait une enquête rétrospective sur les 10 dernières années des 25. Maintenant, on est 25 facs de pharma en France. Pour regarder l'évolution des effectifs par filière. Ouais. Et donc, c'est assez rigolo. Non, c'est pas rigolo, mais en fait, les effectifs sont à peu près constants en termes de volumétrie globale et nationale. On est toujours autour de 3500 étudiants qui entrent en deuxième année, à part les trous d'air là, ces dernières années. Depuis le Covid, en fait, on a une légère appétence pour la filière officine, hein, clairement. Les effectifs augmentent côté officine. L'internat se stabilise bon an mal an, que ce soit la biologie médicale et la pharmacie hospitalière, même si on arrive à négocier nous des augmentations de nombre de postes d'internes, donc il y a un petit appel d'air quand même. Ouais. Mais la filière qui est au détriment de tout ça, c'est la filière industrie. Donc j'espère que là, avec la réforme qu'on porte du 3e cycle court qui va atterrir à la rentrée, puisque le décret est sorti la fin décembre, on va créer un diplôme d'études spécialisées d'1 an de pharmacie officinale pour aussi avoir de la réingénierie pédagogique, multiplier les stages en officine. Mais il y a aussi une réingénierie côté DES, pharmacie industrielle recherche, pour essayer de relancer la machine à cet endroit-là et faire comprendre aux jeunes parce qu'il y avait une peur, c'est de ne plus pouvoir basculer. Ça se fait beaucoup de l'industrie vers l'officine pendant sa carrière. Et là, je veux d'ores et déjà rassurer tout le monde, c'est qu'il est hors de question de rigidifier trop le système. Il faut que ça reste fluide dans ces changements de filière. En tout cas, pour celui de l'industrie vers le... Là, celui-là, il est courant, on le voit. Tu fais 20 ans dans l'industrie, il y a un choix qui est fait au niveau du laboratoire, tu as une porte de sortie, donc du coup, tu as un petit peu d'argent et à ce moment-là, tu veux t'installer. Et donc ça, c'est un truc assez classique et qui est aussi une bonne option, quoi, qui te permet de voir l'entreprise dans les grosses entreprises et après d'aller sur un... Mais il va y avoir, je sens dévoiler de secret, il y a une mission ministérielle qui va être lancée pour regarder un petit peu la question de la reconversion professionnelle du fait de cette réforme, c'est-à-dire comment on va continuer à pouvoir passer de l'industrie à l'officine, voire l'inverse. Bon, je rappelle quand même que la circulaire européenne fait que, quel que soit son diplôme et sa filière, on peut demander son inscription en officine ou en industrie en étant pharmacien. Après, c'est l'ordre qui décide si on est en insuffisance professionnelle, s'il faut faire des DU en plus, mais ça, c'est possible et c'est européen. Après, c'est plutôt les DESLON de pharmacie hospitalière et biologie médicale là, qui durent 4 ans. Eux, c'est un concours pour l'instant de l'internat et donc il y a quand même des questions de se dire... Comment fait-on demain pour un officinal? Moi, j'ai l'exemple d'une pharmacienne qui en a un petit peu marre de l'officine, qui est en Corse, je crois, et qui me posait la question de savoir comment elle pourrait faire pour venir faire de la pharmacie hospitalière en hôpital. Donc aujourd'hui, elle est obligée de passer le concours de l'internat à titre européen. C'est moche pour pouvoir le faire. Et donc là, je pense qu'une réflexion va être entamée pour peut-être essayer de simplifier les choses et ne pas avoir un concours à repasser, mais avoir des validations d'acquis d'expérience, parce qu'il peut y en avoir quand même entre l'officine et la pharmacie hospitalière, et suivre une formation peut-être pas intégrale des 4 ans d'internat pour basculer. Parce que moi, je l'ai passé l'internat, le faire maintenant, je le referai pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est...
Encore une fois, bon, c'est normal qu'il y ait une sélection, sinon Ouais. ce serait pas possible. Mais je pense qu'il faut, comme pour l'entrée dans les études, il faut pas envoyer le message que accéder aux études de santé, c'est un parcours du combattant. Moi, je vois 85% des formations universitaires, on y accède par Parcoursup. Alors, critiquable, on peut critiquer Parcoursup, il est critiquable, mais c'est le modèle français. Et je vois pas pourquoi il faudrait souffrir, devoir payer 6 000 euros par an dans une prépa privée pour pouvoir rentrer en pharmacie. Nous, absolument pas. On veut juste des gens qui ont un bon niveau académique Et motivé. et puis motivés. Point, c'est tout. Ouais. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et est-ce que tu as un rôle au niveau de l'ordre des pharmaciens? Est-ce que tu interviens? Tu dois siéger ou tu as des fonctions? Non, j'ai pas. Non, on a notre conférence a un représentant qui jusqu'à présent était l'ancienne doyenne de Tours, Véronique Maupal, donc son mandat arrête, mais on va renommer quelqu'un là, un doyen hein, qui va siéger. Alors c'est au CCA, au Conseil Central A, je crois. Ouais. On a aussi des pharmaciens et doyens au Conseil National. Actuellement, on a Sébastien Faure qui est enseignant et doyen d'ailleurs à Angers. Moi, j'ai pas de rôle. Voilà, je fais partie de groupes de travail sur certains sujets en lien avec l'université. Après, j'interagis. Alors, j'allais dire beaucoup, non, c'est pas vrai, mais j'interagis quand même beaucoup avec en national quand il le faut avec Karine Wolf et son équipe, bien sûr. Et puis, votre précédent invité était Bruno Galland, qui est encore notre président de CROP, la Occitanie, mais qui a donc basculé sur des fonctions sur le CCA. Et donc, bon, comme je le connais un peu, moi j'étais invité à des visios pour présenter justement notre modèle d'entrée de santé, pardon. Et oui, j'ai des liens, mais pas de fonction officielle à l'ordre des pharmaciens. Voilà. Et pour revenir sur la formation des étudiants, selon toi, à date, du point de vue, qu'est-ce qui manque pour les pharmaciens d'officine? Est-ce que tu trouves qu'à la fac, il manque quelque chose avant de les mettre sur le marché du travail? En termes de formation? Ouais. Est-ce qu'il y a un pour se diriger vers l'officine? Ouais. Il y a beaucoup de choses à critiquer sur ce qui se passe chez nous, hein, mais en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les problèmes RH, c'est qu'on n'est pas une entreprise et ça bouge tellement vite dans le métier de la pharmacie d'officine. Bon, moi, je ne vais pas y avoir les prétentions de dire que je la connais, mais j'ai quand même une épouse qui travaille en officine, donc je vois un peu ce qui se passe. Clairement, on a une inertie universitaire, j'en prends ma part, mais également RH pour faire évoluer la formation. Ouais. Donc la formation a du mal à évoluer au rythme auquel évolue le métier, les missions. Alors on y est maintenant, là, la réforme du 3e cycle qui arrive fait qu'on va, les étudiants qui vont sortir vont être formés aux nouvelles missions de santé publique notamment. On est dans une approche pédagogique et une approche compétence là pour l'application qui va faire qu'on va changer un peu les choses. Mais il faut faire changer aussi les mentalités au sein de l'université, aller chercher les compétences. Typiquement, je me pose encore la question, mais j'ai pas encore la solution. Voilà, on parle beaucoup d'IA. L'IA est en train de révolutionner tous les domaines en fait. Ouais. Pharmacie, on a fait un séminaire à la faculté de Montpellier, la Ouais, j'ai un adhérent qui est intervenu sur la place de l'IA dans les sciences pharmaceutiques. Bon, on a parlé beaucoup de l'industrie de la recherche, mais l'officine, on a eu du mal à en parler, mais il y a des collègues qui sont venus en parler, très bien d'ailleurs. On voit pas encore très bien comment cet outil-là va impacter l'exercice professionnel, mais typiquement, il faudrait d'ores et déjà, et j'y réfléchis moi à l'échelle locale, avoir des enseignements dédiés à l'IA. Et déjà, l'usage de l'IA, parce qu'on voit que les étudiants, on a fait un sondage, l'utilisent à plus de 98% dans leurs études, à bon escient ou pas d'ailleurs. Ouais. Et donc, il y a une question de formation autour de l'IA et des pratiques de l'IA pendant nos études et même en amont, même dans les lycées, qui est importante, et des acculturations des personnels aussi pour pouvoir, traitement des données. Je vous donne un exemple flagrant, un travail donné à des étudiants, alors c'est pas Montpellier, mais je ne peux pas citer la source, mais où effectivement, dans un rapport, un étudiant de 6e année, officine, avait des ordonnances à collecter et a envoyé à ChatGPT des ordonnances non anonymisées. Et donc, il y a ces notions-là qu'il faut vraiment appréhender. Et donc, à cet endroit-là, on n'est peut-être pas très bon et il va falloir qu'on devienne bon. Et aussi sur la question de encore et encore, on l'est, mais encore et encore plus professionnalisant. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va augmenter la durée des stages. Et c'est pour ça que moi, j'aspire à ce qu'il y ait de plus en plus de professionnels qui exercent, qui interviennent au moins dans la fin des études, dans la filière, que ce soit officine d'industrie. C'est pour ça que, moi, par exemple, je recrute des pastes et on fait intervenir beaucoup de vacataires parce que, il y a la théorie, mais il ne faut pas être que dans la théorie, il faut être dans la pratique, et qui n'est pas toujours la théorie d'ailleurs, pour pouvoir arriver sur le marché du travail au plus en phase avec ce qui se passe. Non, mais c'est sûr que sur l'IA, nous, on regarde les sujets, et déjà,
le bon usage de l'IA, les données de santé. On en parlait avec Bruno Galland. Aujourd'hui, les données de santé des pharmaciens, le pharmacien n'en a pas la maîtrise. C'est finalement des sociétés tierces qui en tirent du profit. Et c'est ni l'État, ni les pharmaciens, c'est les sociétés tierces qui ont la maîtrise de toutes ces données. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet avec l'IA de se dire, peut-être que le métier du pharmacien de demain, et je vais faire hurler à mon avis les gens qui nous écoutent, mais est-ce que lire une ordonnance et analyser les interactions médicamenteuses, je pense qu'aujourd'hui, tu connecteras 2 IA qui feront ça de manière plus sécurisée que le pharmacien. Et donc, il faut, pour moi, pas rester dogmatique sur ça. Par contre, il faut un humain derrière qui va... Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'humain... mais après, il y a tout ce lien. Et on en revient au lien. C'est l'IA peut-être analyser, mais après, il y a un patient en face à qui il faut faire comprendre, à qui on peut conseiller. Après, il y a toutes les nouvelles missions. C'est-à-dire que le métier du pharmacien n'est absolument pas mort. Il faut accepter qu'il y a peut-être des évolutions technologiques qui vont faire que on va évoluer et qu'il ne faut pas se dire cette mission, non, même si c'est mieux fait par des machines, moi, je suis à me dire, les pharmacies aujourd'hui, c'est des... Non, il faut accepter et anticiper la place que ça va prendre. Pour regarder les métiers comme les radiologues, je veux dire, ils n'ont pas eu le choix. Et, donc, et pour autant, ils sont toujours là. Hein. Ils sont hyper confiants. Et ils seront là et ils sont confiants dans le fait qu'ils resteront là parce que la machine fait des erreurs dans l'analyse de l'imagerie. C'est un outil, enfin moi je vois l'IA, parce qu'on en a parlé aussi à l'échelle nationale, comme un catalyseur. C'est ça. Mais il ne faut pas que ça empêche l'intelligence individuelle et collective humaine. Et donc... il est clair qu'aujourd'hui, vous avez déjà je parle de l'officine, le peu que j'en connais, vous avez déjà des logiciels qui clignotent en rouge lorsqu'il y a des interactions et des choses. Donc, c'est pas une IA, mais voilà. Donc, avoir une IA qui vous aide à la dispensation, oui. Après, je pense qu'il ne faut pas, et j'espère que ce ne sera pas le cas, que ça fasse en sorte qu'il n'y ait plus de pharmaciens derrière le comptoir ou d'équipe officinale pour la délivrance, parce que le plus important, c'est pas la boîte sur le comptoir. Le plus important, c'est le message et la relation humaine et l'accompagnement qui va être fait pour le traitement, pour le produit conseil, etc. Parce que ça, l'IA, Internet peut le faire, mais voilà, on voit à quelle dérive ça peut. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler dans les études. Voilà, je réponds enfin à la question, mais au lien patient, à l'accompagnement. Et c'est dans le nouveau référentiel qui va être publié là par arrêté aujourd'hui ou demain. Ce sont des blocs de compétences, des domaines de compétences. Le premier, c'est la dispensation. Et le deuxième, c'est l'accompagnement du patient. Très important. Hier, sur l'IA, il y a ChatGPT qui a lancé du coup un ChatGPT Health où les patients dans le monde entier vont pouvoir finalement mettre leurs données de santé. Et du coup, il va les conseiller. Alors, il va pas prendre la responsabilité. C'est là où c'est étonnant, c'est qu'il dit que il est pas là pour faire du diagnostic, mais pour aider. Donc, en fait, on a une question de responsabilité qui va rester. Et je pense que la responsabilité doit être portée par les hommes. Et derrière, ces IA, ces données, tout ça, je pense que le rôle du pharmacien, et il faut vraiment qu'on évolue très rapidement sur ce sujet. Sinon, c'est d'autres qui le feront à notre place. Le pharmacien doit être le garant de la gestion de ces données de santé et de l'utilisation de ces outils. Il doit être formé pour pouvoir dire oui, je vais mettre les données de santé de mes patients accessibles à telle société pour tel usage. Et ça va apporter ça dans le cadre de la réglementation RGPD et données de santé. Mais il y a tout un schéma, nous, auquel on travaille activement dessus en se disant dans maximum 1 an, il faut qu'on soit prêt à ça. Et il faut que ça rentre dans les facs parce que c'est pas un sujet groupement, c'est un sujet de vision du métier du pharmacien d'officine. Après, le corollaire de tout ça, c'est qu'il faut que le pharmacien soit très bien formé pour continuer à pouvoir être un acteur de proximité, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le pharmacien est devenu encore plus un acteur de proximité au regard des problèmes de démographie, et notamment médicale dans certains territoires. Donc, vous avez des missions de plus en plus importantes de santé publique qui vont bien au-delà de la dispensation, alors qu'ils sont certes, je vais peut-être le dire, pas aussi bien rémunérés qu'il le faudrait et qui sont difficiles à concilier avec tout le reste. Mais je pense que c'est quand même l'avenir. Et puis quand on discute, moi j'étais avec le président du Conseil de l'ordre du Québec il n'y a pas longtemps, je veux dire, on voit un peu la trajectoire qu'ils ont pris. On est en train de prendre la même, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers des pharmaciens qui, chez eux, ils n'ont pas assez de médecins référents, traitants. Le pharmacien est en train de devenir un acteur très important dans certains territoires. Donc, il y a plus ce clivage entre les différentes professions, même si on n'a pas la même formation et on n'est pas formé aux mêmes choses, au diagnostic, etc. Mais je pense que les choses vont évoluer. Et moi, l'indépendance professionnelle est primordiale. Et donc, ça rejoint les problèmes liés à la financiarisation des modèles de l'officine. Mais ça, c'est pas mon sujet, c'est plus le sujet de
de l'ordre qui s'en est investi, je crois, notamment Bruno Galland. Voilà, l'indépendance professionnelle est très importante pour moi et il faut qu'on maintienne des gens indépendants et que pendant les études, on apprenne à les former à la curiosité et voilà, à être très compétents dans le médicament et qu'on arrête de dire, parce que bon, c'est des discussions que j'ai eues en juillet dernier, par exemple, avec Yannick Neuder, le ministre de la Santé sortant, on a toujours l'impression que le pharmacien coûte dans le système de santé. En fait, que ce soit à l'officine, ça coûte cher, donc on va diminuer les marges, etc., des génériques. Moi, j'entends milieu hospitalier, un des secteurs qui coûte le plus cher à l'hôpital, c'est le coût des médicaments, et donc on a l'impression que voilà, la pharmacie coûte très cher dans le système. Sauf que on prescrit pas, nous. Donc on délivre, on assure la qualité et la sécurité de la délivrance, mais le coût des dispositifs médicaux, le coût des médicaments prescrits, il n'est pas uniquement de la responsabilité de celui qui délivre. C'est la méconnaissance. Mais ce qui est rigolo, c'est que au niveau, Yannick Neuder disait hier à l'Assemblée nationale, la santé, c'est pas justement un coût, c'est de la prévention, il faut investir, c'est pas juste des dépenses. Et après, à une autre échelle, du coup, ils font la même chose en se disant, la pharmacie, oui, non, mais en fait, effectivement, nous, on est un maillon de la chaîne pour sécuriser. Et en plus, on est, je pense, je veux pas, mais je pense qu'on est un maillon de la chaîne hyper adaptable. On a toujours le pharmacien dans sa formation, et ça, c'est par contre, je trouve, ce qui a toujours été très réussi. C'est un couteau suisse. C'est un peu comme un ingénieur, si on doit faire un parallèle des arts et métiers ou un ingénieur, il sort, il va pouvoir faire plusieurs métiers. D'ailleurs, c'est souvent dans une carrière professionnelle d'un pharmacien, on voit bien qu'ils sont capables de passer. Oui, mais c'est pour ça que certains aimeraient qu'on soit plus filiarisé, plutôt que les études durent moins longtemps, qu'on n'ait plus le diplôme unique en fait. Actuellement, on a un diplôme unique. Moi, je suis pas trop favorable à casser ce diplôme unique parce qu'effectivement, certes, c'est des métiers très différents, mais même si c'est difficile pour les étudiants, que c'est très pluridisciplinaire, nos étudiants font beaucoup de travaux pratiques dans beaucoup de disciplines, plus que dans d'autres études de santé. Et pour autant, même si c'est dur, même si à un moment donné, on se pose la question de l'intérêt de tout ça, en fait, ça crée quand même une culture pharmaceutique qui fait qu'on va pouvoir demain l'exercer en officine. Bon, après, c'est spécialisé, mais qu'on pourra aller dans l'industrie ou dans la pharmacovigilance 5 ans après en faisant un petit DU de remise à niveau. Mais voilà, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit qu'il faut qu'on garde. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, on le voit, et puis on le voit dans les parcours, vu que maintenant, vous savez, dans les parcours de nos collègues de fac, ils ont changé. Non, c'est... Tout à fait. Et donc, les qualités clés pour toi d'un étudiant en pharmacie à la fin de ses études, c'est quoi? Je pense ça, tu l'as déjà un peu dit, mais les qualités clés d'un futur pharmacien qui sort de la faculté. Alors, mes étudiants de Montpellier m'en voudront pas parce que j'arrête pas de leur asséner. C'est nous à Montpellier, je pense qu'on l'est partout en France, mais qu'on est très exigeant quand même. Et donc, on veut qu'ils aient un niveau parce que c'est vrai que les jeunes, mais j'allais dire, nous aussi, j'étais pareil. Quand j'étais face à mes examens, j'ai dit, je visais 10, quoi. Même si j'avais souvent au-dessus, mais voilà. Donc là, on est toujours sur beaucoup d'étudiants qui visent 10, mais qui sont pas... qui visent mal. Oui, il y en a qui visent mal, c'est sûr. Et puis surtout, nous, avec un peu plus de maturité, effectivement, on se dit qu'il ne s'agit pas... La note n'est pas importante, c'est une question de compétences, là. Une question de compétences, demain de compétences professionnelles. Donc, il faudrait... arriver à les mettre certains y arrivent, mais dans une stratégie de travailler pour être compétent et pour être bon dans leur métier. Pas bon dans les études et dans la note, mais bon dans leur futur exercice professionnel. Donc ça, moi, c'est l'exigence académique qu'il faut qu'on maintienne, ça c'est clair. Et puis à la sortie, je pense qu'on l'a déjà évoqué, un professionnel de santé, c'est un professionnel, en l'occurrence les pharmaciens, beaucoup d'entre eux en tout cas, vont être face à des patients. Ou avoir une responsabilité dans des analyses biologiques, etc. Et donc, c'est ne jamais perdre de vue pourquoi on fait ce métier-là, pour qui. Et je pense que, même si, effectivement, j'aspire à ce que l'entrée dans les études soit pas stigmatisant par rapport à d'autres études, je pense qu'un professionnel de santé, qu'il soit pharmacien ou autre d'ailleurs, il faut que l'étudiant sache qu'il s'engage pour les autres. Donc, s'il n'aime pas les gens, ne venez pas faire des études de santé ni de la pharmacie. Il faut aimer les gens pour faire ces études-là, parce que derrière, il faut des qualités humaines et ça se travaille. Et donc, à la sortie des études, pour finir, il faut aussi former les jeunes à échanger, à interagir avec le patient, parce que l'accompagnement, ça passe aussi par la parole et avoir les bons mots justes. C'est pour ça qu'on va mettre en place
qu'on appelle l'équivalent des postes, donc des entretiens pharmaceutiques qui sont des mises en situation professionnelle, qui peuvent se faire d'ailleurs avec des acteurs qui vont jouer le rôle de partenaires. On va faire rentrer aussi, c'est dans le texte, des patients partenaires pour que les patients qui ont telle ou telle pathologie puissent venir parler à nos étudiants pendant leurs études. Voilà. On leur donne théoriquement des cours sur les médicaments, je prends l'exemple du diabète, ou des dispositifs médicaux en lien avec le diabète, mais avoir un diabétique qui est formé un peu, un patient diabétique qui vient parler aux étudiants en disant « Voilà mon expérience de patient, voilà ce que j'attends de vous. Ça, je l'attends du médecin, mais ça, je l'attends de vous. » Pas des choses qui sont très déployées encore, ça commence, mais je pense que c'est très important. Donc finalement, c'est remettre le patient au centre de tout. Et puis le dernier aspect, c'est, et on commence à le faire dans certaines facs, on l'a fait cette année à Montpellier, c'est les expériences pluripro, parce que la structuration, on regarde la démographie médicale, des relations entre le pharmacien d'officine, le médecin, dans les MSP ou pas les MSP, mais est très important. Donc là, on est en train de déployer des stages pluripro ou des internes de médecine générale qui seraient en stage à côté d'un 6e année officine, pourraient faire des stages de type vie ma vie. Là, on est en train de le mettre en place avec la faculté de médecine de Montpellier. Et on a aussi des enseignements là qui ont été faits en mettant ensemble dans la même salle sur des cas cliniques des étudiants de médecine générale, des infirmiers, des pharmaciens. Donc ça, c'est futur exercice coordonné. C'est ça. Okay. Et sur leur rapport, là c'est plus sur ma partie, le rapport des facultés avec le milieu professionnel, avec les titulaires, avec les groupements. Est-ce que tu penses qu'il y a des pistes parce qu'aujourd'hui il y a quand même un fossé, je trouve, en tout cas avec les groupements aujourd'hui, nous on est des structures et c'est toujours un petit peu, à part venir à la journée me poser un stand une fois par an dans les et moi je suis pas partisan de ça parce que je suis pas sûr que ça réellement. Mais comment tu vois des partenariats possibles entre ces structures-là et le milieu académique et universitaire? Est-ce que tu en vois? Est-ce que déjà tu trouves que il y a des... Ouais, non, mais moi je vois, je le voyais pas en tant qu'ancien chercheur, je le vois en tant que doyen sur les filières de nos études, c'est qu'on fait quand même intervenir de plus en plus de professionnels sous forme de vacations, que ce soit des officinaux, des industriels, des pharmaciens hospitaliers ou de la biologie médicale. Donc ça, c'est un lien, mais avec des gens qui font de l'exercice. Après, sur le lien avec les groupements, avec les syndicats de pharmaciens, par exemple. Non, et c'est historiquement pas compliqué, mais je sais pas, chacun est dans son couloir. Souvent, les universités ont été vues comme des endroits où ça bougeait pas, où on était toujours en retard sur tout, ce qui est vrai. Enfin, il y a de l'inertie, mais on n'en est pas totalement responsable. Mais c'est vrai que, alors, je vais être prétentieux. Je veux dire que depuis 2 ans et demi, c'est une des choses que j'ai essayé de porter à la tête de la conférence des pharmacie, et je pense commencer à recréer du lien avec l'ordre des pharmaciens. Moi, quand je suis arrivé, il y a très peu de liens et je trouve qu'on a repris des échanges très, très, très réguliers. J'échange très régulièrement avec la FSPF, l'USPO, Pierre-Olivier et puis Philippe Bessé. J'échange avec tous les syndicats de tous les types de pharmaciens, le CNP aussi, voilà. Et donc, alors par contre, les groupements, non. Les groupements, je les connais pas. Enfin, je les connais pas, mais je suis là assis ce matin. Mais non, je connais pas les groupements. Enfin, j'en entends parler. J'entends parler du côté de financiarisation, mais mais je sais ce que c'est qu'un groupement. Enfin, je crois savoir, mais aucun lien avec les facs. On en a même presque peur. Comme on le disait en off tout à l'heure, c'est que souvent on est sollicité pour financer des bourses de thèse, etc., par exemple, ou d'autres choses. Et il y a plutôt un frein. Et pour des questions d'éthique, de déontologie. C'est sûr qu'il ne faut pas que nous, on rentre dans le fait de favoriser tel ou tel groupement, voire quand quelqu'un vient enseigner de telle ou telle boîte. Là, par contre, on est très rigoureux sur le fait qu'on n'est pas là pour vendre des produits ou faire la pub de produits particuliers, mais aller faire un cours. Et puis en communiquant, tous les concurrents, s'il y en a. Mais il y a un fossé, il faut continuer à le travailler. Et c'est ce que je disais, je pense qu'on va être amené à travailler ensemble. Moi, je vais bientôt venir tous vous voir, même si je ne vous connais pas tous. Je connais pas l'écosystème, en fait, très, très mal. Je ne saurais pas citer plus de 2 ou 3 groupements pharmaceutiques aujourd'hui. Je ne sais pas combien il y en a en France. 220. Donc mais par contre, ça va diminuer grandement. C'est en train de diminuer grandement. D'accord.
Mais c'est vrai que voilà, parmi ce qu'on disait tout à l'heure, la nécessité de communiquer sur les métiers de la santé, ben, communiquer, ça a un coût. Et si on veut monter des campagnes comme l'a fait l'Ordre des pharmaciens, ça coûte beaucoup d'argent. Et je pense que c'est dans notre intérêt de se fédérer, y compris sur le fait de financer des campagnes de pub pour l'avenir de notre profession, quoi. Ouais, à 100%. Je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, les campagnes de pub de l'Ordre des pharmaciens, moi, je les ai trouvées assez pertinentes. Le problème, c'est qu'après, il n'y a pas d'argent pour diffuser. Donc, en fait, tu fais un film super, mais si tu mets pas plusieurs dizaines de millions d'euros sur la table pour que le film soit vu par tous les Français tout le temps, et qu'il n'y ait pas... Alors, après, il faut aussi... je sais pas si tous les groupements abonderaient dans ce sens, mais ça va dans le sens des adhérents. C'est-à-dire que demain, il y a... Enfin, pour moi, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet, effectivement, de faire connaître le métier auprès des lycéens et donc, ça va se passer par des réseaux sociaux. Et ça, les facs n'auront jamais les budgets ni l'Ordre des pharmaciens. Et les groupements peuvent peut-être arriver à aider à ça. Alors après, c'est pas non plus... Non, mais il y a les groupements, voilà, on parle de l'officine essentiellement, mais il y a les groupements, enfin, il y a l'industrie pharmaceutique aussi, qui a intérêt, je crois, demain à aider, à catalyser le fait de solliciter, de toucher des jeunes. Ouais. Donc voilà. Et après, je pense qu'il y a un truc aussi que je vois pas mal, parce finalement, on intervient, nous, avec des étudiants sous différents aspects. Mais c'est vrai que c'est jamais dans les facs, c'est toujours à côté des facs, avec des associations, des choses comme ça. Et encore, nous, on le fait pas énormément. Quand ils sortent de la fac, du point de vue, on va dire, pro, ils sont vus ils se voient comme des agneaux et ils ont du coup une grande méfiance de tout le monde, ce que je comprends. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, mais j'ai pas d'argent, je vais pour s'installer par exemple dans une officine, j'ai pas d'argent et comment je vais faire? Et donc du coup, certains vont tomber dans des pièges qui sont pas du tout adaptés et qui l'ordre commence à se saisir de ces sujets parce que finalement tu deviens esclave d'un système financier et ça c'est vraiment à éviter. La dépendance surtout. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau des groupements de se dire avec les facs, il y aurait possibilité de signer une charte ou quelque chose qui fasse pour dire moi je suis pro-indépendance et à partir du moment où je suis pro-indépendance c'est qu'à aucun moment je vais aller sur un système qui va emprisonner le pharmacien, j'aurai la possibilité d'investir dans la faculté pour développer. Moi, aujourd'hui, par exemple, le modèle sur l'IA, je pense que si c'est lent, on peut peut-être aider à mettre des modules en place, on peut peut-être financer, enfin, il faudrait voir comment on peut faire ça, mais je trouve qu'il y a trop de... Non, mais c'est possible. Il faut pas s'interdire, surtout si c'est au bénéfice de la formation et de la professionnalisation des futurs pharmaciens. Il y a des outils pour le faire maintenant. La taxe d'apprentissage historiquement. Maintenant, moi, je prends l'exemple de Montpellier. On a une fondation à l'université de Montpellier où on peut créer ce qu'on appelle des chaires. On a créé pour différents domaines et clairement, on peut créer une chaire intitulée IA en pharmacie. D'ailleurs, on est en train de le faire. D'accord. Mais on essaie de le faire conjointement avec la médecine, l'odontologie, parce que ça a du sens. Ce sont des chaires où on peut avoir des entreprises qui donnent de l'argent et on a une certaine forme de liberté derrière avec elles pour monter des projets. D'accord. Sans avoir les contraintes financières qu'on a avec l'argent public. Voilà. Donc, ça existe, c'est possible. Et de toute façon, les partenariats public-privé, excusez-moi, mais ça existe depuis très longtemps, de plus en plus. Et l'actualité budgétaire nous fait dire que de toute façon, il faut y aller, quoi. Mais pas pour assurer la promotion de tel ou tel groupement. Il faut que ce soit dans l'intérêt collectif. Mais c'est vrai que de notre côté, par contre, côté groupement, de toute façon, il y a une méconnaissance du côté faculté des groupements, mais il y a une méconnaissance du côté groupement réellement de comment fonctionnent ces institutions, quels mécanismes, les partenariats publics-privés. Moi, j'en ai entendu parler, mais en aucun cas, je me suis dit ça pourrait être une solution pour montrer quelque chose entre, par exemple, la faculté de Montpellier ou avec les facultés de manière... Donc, il y a des choses, et puis sur des sujets d'actualité qui pourraient être essentiellement en lien avec la formation, je veux dire, et qui sont sur des choses qui bougent dans les domaines relatifs à vos activités pro, bien sûr que ça a du sens. C'est une évidence. Il ne faut pas qu'on s'empêche de le faire. Et j'ai des adhérents qui étaient venus te voir parce qu'on avait lancé une fondation à destination des étudiants en pharmacie pour les aider à financer leurs études et à avoir un élève boursier. Au départ, c'était pour avoir un élève boursier par faculté de pharmacie. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on... Là, on a 15 ou 16.
Mais déjà, toi, ce dispositif, tu en penses quoi et comment tu le verrais évoluer justement pour que ce soit pas quelque chose qui soit centré sur un groupement, mais est-ce que tu penses, déjà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est bien vu, c'est mal vu? Comment on pourrait... C'est vrai que j'avais été sollicité par 3 collègues pharmaciennes de votre groupement il y a quelques mois, au titre de ma fonction de doyen, mais surtout président de la conf. Et moi, je ne l'avais pas reçu très négativement. Je me dis oui, pourquoi pas. Je voyais pas trop. Alors moi, le frein que j'avais pour donner une bourse annuellement, c'était annuel, je crois, à des étudiants. C'était la question que je posais, c'était mais à quel moment de leurs études vous voulez leur donner et pourquoi vous donneriez à lui et pas à lui, sur quels critères? C'était ça qui nous semblait difficile. J'en avais parlé en conférence des doyens, d'ailleurs en présence de l'ANEP aussi. Et c'est vrai que les doyens, parce que bon, je ne suis que leur représentant, j'écoute ce qu'ils me disent, avaient plutôt, au final, émis un avis pas négatif, mais en disant ça nous pose quand même problème de répondre à tel ou tel groupement par rapport à. Et puis voilà, donc pas fondamentalement opposé sur le fait qu'on aide des jeunes, parce que la réalité sociale des jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont obligés de travailler et qui d'ailleurs, on se bat un peu contre ça à la fac. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent pas en cours et qui sont en train de travailler dans des officines parce qu'ils ont cette chance de pouvoir travailler en officine pendant leurs études. Donc c'est une chance lorsqu'ils en ont besoin, mais il y en a beaucoup qui travaillent et qui n'en ont pas besoin et qui les mettent en difficulté dans leurs études. Donc avoir des outils pour les aider à faire face financièrement à leurs études, ça c'est une bonne chose. On a d'ailleurs un dispositif là qui va se mettre en place, mais c'est à l'échelle du ministère, ce qu'on appelle le contrat d'engagement de service public. Ça y est, c'est sorti là récemment. C'est-à-dire qu'un étudiant qui, alors maintenant ça va passer dès la 2e année de pharmacie ou de médecine odonto, qui s'engagerait à exercer dans un territoire sous-dense à la sortie, par exemple quelqu'un qui veut faire officine, qui s'engage demain, pour faire une blague, je vais dire, à aller exercer à Palau del Vidré, près de chez Bruno Galland. Je ne suis pas sûr que ce soit un territoire sous-dense, mais peut-être pas loin. Pourrait avoir une bourse de l'État dès la 2e année. Il ne faut pas qu'il change d'avis, c'est ça qui est risqué, mais il peut le faire qu'à partir de la 4e ou 5e année. Il touche, alors je ne sais plus le montant, mais c'est substantiel, chaque mois. Donc, ça l'aide. Et à la sortie, par contre, il s'engage à aller exercer dans ce territoire-là pendant au moins le nombre d'années pendant lesquelles il a reçu la bourse. Alors, il n'y a pas des milliers et des milliers de contrats qui vont être versés parce que c'est beaucoup d'argent et que ça concerne beaucoup d'étudiants, mais c'est de l'argent public. Mais ce que vous proposiez, finalement, c'est un peu un équivalent. Voilà. Complètement. Non, mais c'est super. Je savais pas que les médecins, j'en avais conscience, mais sur les pharmaciens, je savais pas. Pharmaciens, ça n'existe pas aujourd'hui. C'est la loi Valtout de décembre 2023 qui commence. Là, il y a eu un premier décret cette semaine, donc c'est récent. Et donc, on attend l'arrêté de mise en application. Mais normalement, à la rentrée prochaine, les étudiants en pharmacie pourraient, dès la 2e année, ça me semble un peu tôt, mais pendant leur cursus, décider d'en bénéficier. Alors, je ne sais pas combien il y aura de possibilités de contrats, c'est juste ça, mais... Et à la fin, qui décide? Parce que finalement, alors là, c'est une commission. Là, je connais pas trop le système encore et que l'arrêté va le préciser, mais il y a une commission facultaire. Je ne sais pas qui sera dans cette commission, quels sont les représentants. Il y a l'ARS qui pilote, ça c'est sûr. Après, sur quels critères, je ne sais pas. Parce qu'il me semblerait aussi normal de regarder des critères sociaux. Si le jeune veut aller exercer dans un territoire sous-dense, à la fin, il s'y engage pour toucher ce contrat d'engagement de service public. Je pense que l'argument peut être aussi de regarder pour lui favoriser ses études et qu'il ait cette ressource financière dont il a besoin pour faire ses études. C'est un vrai sujet. Et puis là, c'est l'ANEP qui en parlerait beaucoup mieux que moi. On a quand même des étudiants en pharmacie, mais pas que. Les étudiants en général sont dans des situations sociales parfois difficiles. Nous, c'est sur ça qu'on est... On est parti du principe en se disant on veut aller vite sur le sujet. C'est un sujet qui nous tient à cœur de se dire on n'a pas tous la même égalité. Quand on arrive en fac de pharma, il y en a qui vont devoir bosser doublement et des fois c'est vrai que ça fait c'est difficile à concilier. C'est compliqué. Et donc du coup de dire on file un petit coup de pouce à ces gens-là parce que par contre moi j'ai toujours perçu que ces gens-là quand dans la vie professionnelle généralement une fois qu'ils ont passé ce quête qui est difficile, les 6 ans, derrière, ils ont tellement travaillé que finalement, c'est peut-être moins difficile une fois qu'ils sont dans la vraie vie parce qu'ils travaillent finalement un petit peu. C'est un peu la difficulté de nos études. Je reviens toujours aux études, mais c'est qu'aujourd'hui, on a des stages. Pour parler de l'officine, on a un stage en fin de 2e année. On a des stages très courts d'application thématique en 3, en 4.
en 6 ensuite, un peu plus long. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, et je m'en étonne encore, on n'a pas réussi à déployer une formation presque en alternance. Ouais. Où on est dans des cycles, c'est ce qu'on fait pour la 6e année là bientôt, mais des cycles d'alternance, de continuum pédagogique entre voilà ce que j'apprends à la fac, et immédiatement je pars plusieurs semaines à l'officine pour appliquer. Bah Puis ouais. je reviens, je fais du réflexif pour dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, Ouais. et puis je repars, etc. Et ça, je ne sais pas pourquoi dans les métiers de la santé, l'apprentissage qui marche pourtant très très bien, pour les préparateurs, pour Ouais. rester dans le domaine de la pharmacie, je comprends pas pourquoi on n'est pas en capacité, on n'a pas été en capacité, c'est un échec. Parce on l'a demandé à un moment Ouais. donné, mais on nous l'a toujours refusé. Ouais. Ok, du coup, on va arriver sur les questions de fin d'interview. C'est toujours des questions que je pose à mes invités qui sont toujours les mêmes. Donc la première, il me faudrait que tu me situes une personne dans le milieu de la pharmacie qui t'inspire. Alors ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais connu, mais qui t'a inspiré par son parcours, ou quelqu'un que tu connais. Voilà, dans le milieu de la pharmacie. Alors, une seule personne, c'est difficile. Je vais déroger à la règle. Ouais. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis pharmacien, mais de formation, je suis chimiste. Et il y a une personne que j'ai rencontrée et qui est un pharmacien, alors pas célèbre et historique, mais c'est un pharmacien qui a été un de nos contemporains et qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, quelques années maintenant, mais qui est Pierre Potier, que tout le monde ne connaît pas, qui est pharmacien et qui a fait une carrière de recherche extraordinaire. C'est lui qui a découvert le paclitaxel, le Taxotere, Ouais. médicament révolutionnaire contre le cancer. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui. C'est un grand monsieur. Voilà, en lien avec ma spécialisation, je dirais Pierre Potier, parce qu'il a, avec sa découverte il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, il a quand même financé le CNRS avec les brevets pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un pharmacien qui a été important et qui a joué un rôle majeur dans la découverte de médicaments. Et puis, juste pour un cocorico local, la deuxième, je parlerai d'une femme pharmacienne, et là c'est plus historique. Elle s'appelle Androline Doumergue. Mmh. Vous ne la connaissez pas, mais Androline Doumergue, c'est la première étudiante en pharmacie de France qui a été diplômée à Montpellier. Donc D'accord. Androline Doumergue, elle a été diplômée en 1874. Je ne vais pas passer plusieurs heures à vous le raconter, mais ça a été la première étudiante, la première pharmacienne en France. Ça m'intéresse. En On en parlera après. 1874, et on vient de donner le nom d'une salle de travaux pratiques qui vient d'être rénovée à la faculté de cette pharmacienne qui était d'Occitanie-Est, qui a exercé comme pharmacien d'officine à l'époque. Alors, je ne sais pas si on parlait de pharmacien d'officine à l'époque, mais voilà, elle a un beau parcours parce que on a retracé un peu toutes les difficultés qu'elle a rencontrées pour y être, le fait qu'elle devait être accompagnée à la faculté parce que avoir une femme à la faculté à l'époque, c'était juste pas possible. Ouais. Et donc voilà, c'est quand même quelqu'un de très très grand, même si personne ne la connaît. Elle a eu la capacité, l'engagement et à braver la culture. Enfin, il y a peut-être un scénario Netflix et là on relance les études de santé. Voilà, donc voilà, je vais garder Androline Doumergue comme mon pharmacien qui m'inspire. Maintenant, c'est le livre que tu recommandes, une lecture, peu importe laquelle, que tu recommanderais. Alors, là, je vais juste parler des 2 livres que je suis en train sur lesquels j'alterne, parce que alors, c'est pas en lien avec la pharmacie. Le premier, c'est que étant jeune, j'étais pas très grand lecteur, y compris sur la grande littérature française. Il s'avère qu'aujourd'hui, je relis, mais en pointillé, La légende des siècles de Victor Hugo, et que, à l'âge auquel j'ai, je l'apprécie beaucoup plus qu'au moment où on a essayé de m'imposer de le lire. Voilà. Et puis, plus en phase avec l'actualité, enfin notre discussion, la pharmacie, je suis en train de lire un livre d'un auteur qui s'appelle Éric Foissier. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un livre qui s'intitule La légende le bureau des enquêtes, le bureau des enquêtes occultes. Qui est sorti en 2021. Et Éric Foissier, en fait, il est pharmacien. C'est un auteur qui marche très très bien, qui écrit des romans historiques, et je crois que c'est des romans noirs, comme ça que ça s'appelle. Et je l'ai découvert parce qu'il est venu à la fac de Montpellier là, pour faire une balade littéraire sur le campus il y a un an. Et il m'avait dédicacé ce livre, et je suis en train de le parcourir. Donc voilà. Et puis c'est un pharmacien qui est un auteur à succès, je ne le savais pas, et que je découvre, et qui écrit très très bien. Voilà. Éric Foissier. Ok, voilà. non, je ne le connaissais pas, donc je vais regarder. Il est prof à Paris-Saclay, je crois, prof de droit et de pharmacie. Troisième question, c'est qu'est-ce que pour toi
Dans 30 ans, ça restera vrai dans la pharmacie d'officine, quelque chose qui, peu importe les technologies et les révolutions, sera toujours vrai dans la pharmacie. Alors là, Non. c'est pas simple, mais je veux dire, pour garder le fil conducteur de notre discussion, je pense que l'humain, Ouais. l'humain est la place centrale en tant qu'acteur de santé et au plus proche du patient. En tout cas, j'appelle de mes voeux que dans 30 ans, le pharmacien sera toujours là. Alors derrière un comptoir ou pas, mais il sera toujours là pour être face au patient et l'accompagner dans ses prises en charge, dans les conseils. Je pense qu'on ne peut qu'espérer que ça, parce qu'après les technologies qui accélèrent le processus de dispensation, d'analyse de l'ordonnance, à la limite, peu importe, mais le lien au patient. Et du coup, peut-être que ce sera la même réponse, mais du coup, qu'est-ce qui te rend heureux pour finir? Parce que je pense que dans cette période, enfin, t'es quelqu'un d'engagé, donc toi, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui dans ta vie professionnelle? S'il y a une chose à retenir, une action, Ce qui me rend heureux, c'est d'être là avec vous et ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que c'est beaucoup de représentation, ma fonction actuelle, mais j'adore ça en fait, et parce que j'adore mon métier. En fait, je suis heureux et c'est pour ça que j'y suis allé en fait à l'échelle locale et nationale, c'est que moi je suis un pharmacien et que je défends la pharmacie et que j'adore aller défendre les dossiers, rencontrer les gens, essayer de les convaincre ouais. de l'intérêt de tel ou tel dossier en faveur de la pharmacie, et donc je suis heureux de faire ça, et puis aussi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très heureux de faire mon métier d'enseignant et de transmettre à des jeunes et futurs pharmaciens. Bah, merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper sympa. On se retrouve bientôt dans Tombe la blouse, donc prenez soin de vos étudiants si vous êtes des titulaires, et en tant qu'étudiant, ouvrez-vous au maximum, et on se retrouve dans un mois. Merci à tous pour cet échange, et surtout merci Vincent, ça a été super. Merci beaucoup. Merci, à Au bientôt. revoir.